Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Une soirée exposition a été organisée avec pour thème l'art au service de la cohésion sociale. Et dans l'actualité internationale, crise humanitaire en Afghanistan, 14 millions de personnes sont au bord de la famine. Bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, a reçu aujourd'hui dans son cabinet les élus locaux, les cadres, les agents de terrain, dont les chefs quartiers, les notables et les imams, ainsi que les personnes influentes des quartiers populaires. Cette rencontre avait pour objectif principal donc de réfléchir sur les voies et moyens nécessaires à mobiliser dans le cadre de la protection de la voie urbaine et du domaine de l'État. L'accent a été mis sur les pratiques des habitants des quartiers populaires portant nuisance aux ouvrages, espaces et voies publiques et occasionnant la dégradation de l'environnement. Les questions de la sécurité publique, de la cohésion sociale et de lutte contre la prolifération de drogues ont été également mises en avant. Dans l'actualité également, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédé, a signé un accord cadre de coopération dans le domaine des mines et de la géologie avec son homologue turc Fatih Domnez au cours de la visite officielle de travail qu'il a effectuée à Ankara les 23 et 24 août dernier. En effet, à la tête d'une importante délégation, le ministre de l'Énergie a procédé à la signature d'un important accord de coopération dans le domaine de la valorisation des ressources naturelles avec son homologue turc au cabinet de ce dernier en présence de l'ambassadeur de Djibouti à Ankara, Adan Hussein. Il s'agit d'une entente qui fixe le cadre de coopération visant le développement des secteurs des mines et de la géologie en général, notamment en termes d'échange d'expériences et de savoir-faire, ainsi que le développement des relations entre les professionnels des deux parties dans ces secteurs. Au terme de la visite, des équipements scientifiques des MTA, les 5 ingénieurs djiboutiens qui ont mené à terme leur formation respective au sein de cette institution ont en effet reçu des mains des ministres des certificats sanctionnant leur cursus. Le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, connu sous le CETID, a organisé donc hier en début de soirée une exposition nommée L'art au service de la cohésion sociale. Au programme donc une exposition de dessin d'une pièce de théâtre qui a peint les récents événements tragiques qui ont marqué la conscience nationale collective. Cette soirée a été aussi animée par du slam, ce mode d'expression orale très ludique et scénarisé chez les jeunes djiboutiens. Ce rendez-vous, une fois de plus, a fait du CETID le fief de la jeunesse. Une jeunesse qui a fait un front uni dans le but de créer et renforcer le lien social animé d'une seule volonté, celle de créer la cohésion sociale. Cette soirée riche en créations artistiques conjuguée en complicité avec les préoccupations et enjeux sociaux tels que la paix et la cohésion sociale. Et à travers leurs différentes présentations, les jeunes se sont surpassés dans leurs catégories respectives avec un seul et unique objectif, celui de créer un espace de dialogue, de tolérance et de paix, brisant les barrières et promouvoir ainsi la tolérance. Par ailleurs, cet événement a été rehaussé par la présence du ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, de la représentante du PNUD, Fatima El Cheikh, et d'autres cadres qui ont souligné leur enthousiasme. Il convient également de souligner et que lancé en mars 2017 lors de la semaine de la francophonie, le Centre de technologie et d'innovation pour le développement entend hisser le potentiel technologique du pays sur la scène régionale et internationale. Écoutons pour plus de précision donc les réactions des responsables et des jeunes présents lors de cette journée. Également dans l'actualité, l'hôpital militaire soudanais a abrité donc lundi matin une opération de chirurgie à cœur fermé.
L'opération consistait en la fermeture du canal artériel persistant sur un enfant âgé de 2 ans et demi. Cette opération, la première du genre dans notre pays, a été effectuée par le médecin commandant de la police nationale, Dr Mahyoub Abdallah Mahyoub, chirurgien thoracique et cardiovasculaire. Depuis sa naissance, l'enfant souffrait de cette pathologie cardiaque congénitale et désormais, grâce à cette opération, le petit garçon pourra vivre normalement. Écoutons pour plus de précisions le médecin commandant de la police nationale, le commandant Mahyoub Abdallah Mahyoub. Alhamdulillah. Je vous présente aujourd'hui le patient qu'on a eu à opérer le lundi. Il souffrait d'une cardiopathie congénitale qu'on appelle persistance des canaux artériels. Cet enfant, comme a dit la maman, il a beaucoup souffert pour trouver une évacuation sanitaire. Il nous a été adressé par Dr Fatouma de la CNSS. Nous l'avons vu, nous avons redressé les diagnostics avec les cardiologues de l'hôpital militaire, le Dr Hamad. Et après, nous avons opté pour l'opérer. Alhamdulillah, l'opération, ça s'est très bien passé. On est rentré au bloc le lundi matin à 10h et on a fini vers 13h. Et l'enfant a été extubé sur table opératoire. Donc, sa maladie, c'était en fait une communication entre l'aorte et l'artère pulmonaire. C'est un canal qui est normalement présent quand l'enfant est dans le ventre de sa maman. Mais après la naissance, il doit se fermer. S'il ne se ferme pas, ça crée des complications chez l'enfant, un retard de croissance, des bronchites à répétition et une infection à type d'endocardite. Donc, si on n'opère pas tôt ces enfants, ils développent ce qu'on appelle une hypertension artérielle pulmonaire et après ça, ils ne sont plus opérables. Et dans l'année qui suit, ils décèdent parce qu'on ne peut plus les opérer, ils deviennent dépendants de ces canaux. Alhamdulillah, nous avons pu les rattraper à temps et l'intervention. La bourse de formation en leadership Mandela Washington ouvre les candidatures pour 2022. C'est dans cette optique qu'une séance de sensibilisation sur le processus de candidature à la bourse a eu lieu mercredi après-midi à l'American Corner de la Chambre de commerce. Il s'agit du programme phare de l'initiative pour les jeunes leaders africains mise en œuvre par le Bureau des affaires éducatives et culturelles du département d'État américain. Cette bourse permet à de jeunes leaders de suivre des cours universitaires et une formation au leadership aux États-Unis. Elle crée des opportunités uniques de collaboration entre les boursiers et les citoyens américains pour stimuler la croissance économique et la prospérité, renforcer la gouvernance démocratique et améliorer la paix et la sécurité en Afrique et aux États-Unis. Le programme est ouvert aux personnes ayant entre 25 et 35 ans, une expérience en leadership et des réalisations dans les affaires, l'engagement civique ou le service public. En tout, 700 candidats seront sélectionnés. Ils bénéficieront de 6 semaines de formation en leadership dans une université américaine. La formation sera axée sur les modules en rapport avec les affaires, l'engagement civique et la gestion publique. Après les instituts, les boursiers se réuniront pour un sommet de plusieurs jours à Washington. Le programme vise à développer les compétences et à habiliter les jeunes Africains à être des leaders dans leur secteur d'activité et dans leur communauté respective. Et depuis 2014, le programme Mandela Washington a formé plus de 5000 jeunes Africains dans le domaine du leadership et de la gestion publique pour l'année 2022. Il prévoit de sélectionner 700 jeunes supplémentaires et les candidatures sont acceptées jusqu'au 15 septembre 2021. Et cette session d'information a été l'occasion donc pour les lauréats du programme Mandela Washington 2021 d'interagir avec les personnes intéressées et de partager leur expérience acquise au cours de leur programme. Nous les écoutons. Notre certificat et c'était vraiment une formation au-delà de notre attente parce qu'on a vraiment profité et en même temps on s'est engagé dans la formation. C'était virtuel mais c'était quand même quelque chose d'énorme parce qu'on a créé beaucoup de relations, on a créé une certaine famille entre l'Afrique et l'Amérique. Et aujourd'hui, pour moi, étant dans le tourisme, et j'ai choisi cette formation parce que je voulais me former et je voulais faire de ma carrière avec cette formation un point de plus. Donc pour moi, le tourisme, c'est quelque chose d'énorme. Et le tourisme concerne Djibouti et développer le tourisme
Et avoir une expérience de plus sur le tourisme, c'était déjà un point fort pour moi de le départ. Donc c'est pourquoi je me suis mise dans cette formation. Et cette formation m'a appris, et j'ai gagné avec cette formation un certain moyen d'être plus dans la communauté internationale et d'avoir beaucoup d'expérience, bien sûr, dans le leadership, dans le business, dans le monde entier. C'était vraiment un truc énorme et je souhaite à tout le monde, que ce soit business et que ce soit dans d'autres formations, si vous voulez vous former, c'est une des formations qu'il faudra l'apprendre. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité africaine et internationale. Au Nigeria, la crise sécuritaire augmente les inquiétudes alimentaires et victimes de kidnapping ou de pillage. De nombreux agriculteurs dans la région de Middle Belt décident de fuir les violences et d'abandonner leur culture au détriment de l'approvisionnement local en fruits et légumes. La plupart d'entre eux vivent dans des camps de déplacés et depuis des années, la région agricole de Benue ainsi que les États du nord-ouest du Nigeria font face aux violences entre éleveurs nomades et agriculteurs. Le gouverneur de l'État de Benue, Samuel Ortom, craint que l'exode rural ait des conséquences alarmantes sur la population alimentaire, sur la production alimentaire, et l'économie globale. La querelle entre nomades et agriculteurs s'est intensifiée avec l'apparition des effets du changement climatique et la concurrence pour l'eau et la terre aggrave l'insécurité alimentaire du Nigeria. Les produits se font rares mais sont de plus en plus chers. L'offre ne parvient plus à égaler la demande et selon le bureau des statistiques du gouvernement, l'inflation des denrées alimentaires du Nigeria a atteint 22% en juin dernier. Et enfin, crise humanitaire en Afghanistan. 14 millions de personnes sont au bord de la famine. La crise afghane a fait quelques 550 000 de déplacés à l'intérieur du pays. Des milliers de personnes ont afflué vers la capitale afghane où des comptes de fortune se multiplient dans des conditions sanitaires déplorables. Sur le terrain, les organisations humanitaires internationales démunies alertent une situation chaotique et sur les risques croissants de famine. Et selon l'organisation, près de 14 millions de personnes sont menacées par la famine sur une population afghane totale estimée à près de 39 millions de personnes et la situation sanitaire et humanitaire dans le pays va s'aggraver. Et le directeur adjoint du PAM pour l'Afghanistan dirige quant à lui une équipe de 450 personnes en Afghanistan qui a réussi à fournir de la nourriture à 80 000 personnes et depuis la chute de Kaboul et espère nourrir un total de 13,9 millions cette année mais redoute l'arrêt des financements internationaux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.